Et voici le cours AM4, donc dernier cours d'architecture de la matière, et il s'agit ici de la cristallographie. Alors, des cristaux, vous en connaissez évidemment plein, du chlorure de sodium aux pierres précieuses et même aux cristaux de neige. Donc, vous en connaissez plein, puis on en fabrique également des qui sont assez importants, comme ici un monocristal de silicium. Alors, ce qui a amélioré la connaissance des cristaux, c'est le fait qu'au début du XXe siècle, on puisse utiliser la diffraction des rayons X, ce qui a valu le prix Nobel à Van Loo en 1914, mais ça, on reverra ça dans le chapitre de physique quantique. D'ailleurs, dès la fin du XVIIIe siècle, on a compris que finalement, la structure macroscopique pouvait être liée à une symétrie microscopique, et ceci en faisant des expériences de clivage de calcite, donc en remarquant que même lorsqu'on coupe de la calcite, les angles entre les faces restent les mêmes, et ça peut venir d'un arrangement microscopique. Alors, nous, on va rappeler que l'état solide, c'est un état condensé, qui peut être ordonné ou non, et qui va être caractérisé par des entités chimiques qui sont en contact, avec des vides entre les entités chimiques qui sont de taille plus petite que les entités chimiques, et des forces d'interaction importantes, parce que les entités chimiques sont proches les unes des autres. Évidemment, ces forces d'interaction restent plus petites que des forces de type liaison chimique. Parmi les solides, on va distinguer l'état cristallin, qui est l'état le plus ordonné de la matière, dans lequel les atomes, ou molécules ou ions, donc les entités chimiques, occupent une place bien déterminée dans l'espace. On a une périodicité spatiale, et la température de fusion est très nette. Donc ici, on a par exemple la représentation microscopique du quartz, de formule chimique SiO2, et ici une photo d'un bel échantillon de quartz. L'état amorphe est au contraire un état désordonné de la matière condensée, et on va retrouver des positions spatiales qui sont un petit peu aléatoires. Donc ici est représenté du verre, qui a la même formule chimique que le quartz, SiO2, mais qui a une structure microscopique différente. Et puis un autre type d'état amorphe, c'est ici un polymère. Donc là, par exemple, on a représenté des polymères de caoutchouc qui sont entrelacés les uns dans les autres. Alors pour cet état amorphe, la température de fusion n'est pas bien définie. On a en fait une fusion qui s'opère sur une plage assez large de température. Donc par exemple, il n'est pas très facile d'aller fabriquer le diagramme de phase pour un solide qui est dans l'état amorphe. Alors pour comprendre comment fabriquer un solide cristallin ou un solide amorphe, il faut imaginer qu'on peut partir d'un corps liquide et on va diminuer la température. Si on diminue lentement la température, on peut imaginer que les entités chimiques, microscopiques, dans ce liquide, vont venir se placer les uns par rapport aux autres, et ils vont avoir le temps de se placer correctement de façon périodique. Donc un refroidissement plutôt lent doit être favorable à la cristallisation de notre corps. En revanche, si vous opérez un refroidissement brutal, on peut imaginer que finalement on fige les entités microscopiques les unes par rapport aux autres, dans leur état finalement proche de l'état liquide, et donc assez désordonné, et on aura dans ce cas-là un solide amorphe. Bon, il y a une autre grosse différence entre solide cristallin et solide amorphe, puisque la transition liquide-solide ne se ressemble pas du tout. On a, dans le cas du solide cristallin, une discontinuité du volume en fonction de la température. Donc, finalement, il se passe quelque chose de très soudain pour cette température de fusion. En revanche, pour une transition liquide solide amorphe, on va avoir une transition plutôt molle, et d'autre part pas de rupture dans le volume en fonction de la température. Donc le volume, c'est une grandeur extensive. Pour les transitions
du premier ordre, on va avoir le volume qui est discontinu. Pour une transition du deuxième ordre, le volume va être continu en fonction de la température. Donc en fait, on a deux types de transitions de phase possibles ici. En réalité, dans ce chapitre, on ne s'intéressera qu'à l'état cristallin, et en fait même seulement au cristal parfait, dans lequel on a un arrangement strictement périodique. Alors on considère que ce modèle est valable lorsque la périodicité est observable sur une échelle d'à peu près une centaine de micromètres, donc c'est pas si contraignant que ça. Alors, on a d'abord un certain nombre de définitions à donner pour comprendre ce cours de cristallographie. Donc on va d'abord définir un motif. Le motif, c'est le plus petit ensemble chimique, donc soit un atome, soit une molécule, un ion, un ensemble d'atomes, de molécules ou d'ions, qui se répète périodiquement dans le cristal. Donc il va falloir choisir le plus petit motif possible, c'est ça qui va être en fait appelé le motif. Alors dans le cristal de cuivre, le motif, ça va être par exemple un atome de cuivre, mais dans un cristal de fluorure de calcium, le motif, ça va être l'ensemble avec un ion Ca2+, et 2 ions F-. Ce motif, on va venir le placer sur les nœuds d'un réseau. Donc on va venir repérer les positions de ce motif sur ce qu'on appelle un réseau, avec chaque point de ce réseau qui est un nœud du réseau. Alors un réseau, c'est défini par les 3 vecteurs de translation de base, notés vecteur A, vecteur B et vecteur C, et tout vecteur qui relie 2 nœuds est une combinaison linéaire de ces vecteurs A, B, C avec les coefficients qui sont des entiers relatifs. Alors ici on a pris un exemple en 2 dimensions, donc on n'a besoin que des 2 vecteurs de base petit a et petit b. Donc voici le vecteur petit a, voici le vecteur petit b. Les nœuds du réseau sont les points définis par alors si on place O par exemple ici, on aurait ON1 qui vaut petit a plus petit b, ON2 qui vaut 3 fois petit a plus 2 fois petit b, et on a bien N1, N2 qui vaut 2 fois petit a plus 1 fois petit b. Donc N1 et N2 sont les nœuds du réseau, et l'ensemble de ces nœuds, ça s'appelle le réseau. Si on vient ajouter en plus un motif, alors si on somme les nœuds du réseau plus le motif, on va venir placer le motif sur chaque nœud du réseau, voilà, et ça va former la structure cristalline. Donc une structure cristalline, ce n'est jamais que l'addition d'un réseau et d'un motif. Maintenant, si on veut étudier la structure cristalline, et sachant qu'elle est quand même finalement très périodique, on a envie de réduire l'étude de la structure cristalline complète à l'étude de quelque chose d'un petit peu plus petit et qui permettra de reconstituer la structure cristalline par translation. Donc on va appeler ce volume plus petit une maille. Cette maille, alors elle va être caractérisée par ces 3 vecteurs de base, A, B et C, et donc on peut en fait la caractériser par 6 paramètres, les 3 longueurs A, B et C, ainsi que les 3 angles gamma, delta et bêta. Alors ensuite, on va se débrouiller pour que cette maille soit la plus petite possible. Donc on a plusieurs façons de procéder. Donc ici par exemple on a une très grande maille qui inclut beaucoup de motifs, beaucoup de nœuds du réseau. Donc c'est une maille qui s'appelle une maille multiple parce qu'elle possède plus d'un seul nœud en propre. Si elle a un seul nœud en propre, on va l'appeler maille élémentaire. Alors, des mailles élémentaires, on en a en fait représenté ici 3, avec 3 choix différents de position du motif dans la maille élémentaire. Alors ici, en fait, c'est la maille qui permet bien de voir qu'il y a un seul nœud par maille, mais les 2 autres, en fait, correspondent aussi à des mailles élémentaires. La maille, ce qu'on va appeler la maille conventionnelle, c'est la maille qui va être utilisée pour étudier le cristal. Donc c'est celle qui a été considérée comme la plus simple pour l'étudier. Et pour nous, ça correspond à ce genre de maille-là, c'est-à-dire avec des atomes qui sont sur les sommets de la maille.
Alors Monsieur Bravet s'est ensuite appliqué à venir classer tous les cristaux rencontrés dans la nature en fonction des paramètres de maille de ces cristaux, donc ce qui va définir 7 types de mailles, en fonction des égalités ou non des longueurs de vecteurs de base et des valeurs des angles entre vecteurs de base. Et donc selon les colonnes, on va également représenter les 4 modes de peuplement. Donc soit l'entité chimique de base n'est placée que sur les sommets du réseau, soit on va placer à la fois une entité chimique sur les sommets du parallélépipède ainsi qu'au centre du parallélépipède, soit on va placer une entité chimique sur chacun des sommets ainsi qu'au centre de chaque face, ou alors, dans le cas des bases centrées, on a une entité chimique au sommet, sur chaque sommet du parallélépipède, plus une entité chimique au centre de la face supérieure et une autre au centre de la face inférieure. Alors on va se retrouver vraiment avec énormément de types de réseaux différents. Donc réseau cubique primitif, cubique centré, cubique base centrée, alors celui-là n'existe pas, ou cubique face centrée. Et puis on va décliner en fonction des valeurs de A, B, C et alpha, bêta, gamma. Donc voilà le tableau avec tous les réseaux de Bravais représentés, donc les 14, parce qu'en fait il y a des combinaisons qui n'existent pas dans la nature. Alors la bonne nouvelle, c'est que on n'a pas du tout besoin de connaître autant de réseaux que ça. Les seuls réseaux qui sont à notre programme de MPSI sont le cubique simple, le cubique centré, le cubique face centré, ainsi que l'hexagonal, et on va voir qu'en fait c'est même plutôt l'hexagonal compact que l'on va avoir besoin d'étudier. Petite remarque à propos de ce réseau hexagonal, la maille qui a donné son nom au réseau hexagonal, c'est la maille multiple qui est à base hexagonale. En revanche, on va travailler sur la maille conventionnelle qui est un losange avec un angle de 60 degrés ici et un autre de 120. Alors, à partir de maintenant, on va définir toutes les grandeurs qui sont usuellement demandées de calculer dans un sujet de cristallographie. Première chose, vous avez différentes possibilités pour représenter une maille. Soit la représentation compacte, dans laquelle chaque entité chimique est représentée comme une sphère dure, et donc on a en fait un empilement de ces sphères dures, soit la représentation éclatée, qui va être celle que vous allez utiliser dans vos copies. Donc sur cette représentation éclatée, vous devez représenter le parallélépipède et placer les entités chimiques au bon endroit dans cette maille. Alors, c'est assez pratique, mais ça a quelques limites, en particulier au moment où on doit calculer la multiplicité d'une maille, ou la population d'une maille. Donc ici, dans cette maille constituée d'un certain nombre d'atomes, on va compter le nombre d'atomes qu'elle contient en propre. Et donc, il faut visualiser dans sa tête cette représentation de droite. En particulier, on voit que par exemple, cet atome qui est au centre d'une face de la maille va en fait être coupé en deux si on trace le plan supérieur de ce cube. Comme il est coupé en deux, ça veut dire qu'il n'y a que la moitié inférieure de l'atome qui appartient en propre à la maille. Donc cet atome qui est au centre d'une face appartient pour moitié à la maille. Pour un atome qui est sur un sommet de la maille, cette fois-ci, si vous prenez un grand sabre japonais et que vous le coupez en longeant la face devant, la face supérieure et la face sur le côté, eh bien on se retrouve avec uniquement 1/8 d'atome qui est contenu réellement par notre maille. Donc maintenant, on va pouvoir calculer la population d'une maille cubique face centrée. On a dit que
un atome au sommet d'une maille est partagé par 8 mailles, or chaque maille ne possède qu'un huitième de sphère, et il y a 8 sommets par parallélépipède. Un atome au centre d'une face est partagé par 2 mailles, or chaque maille ne possède qu'une demi-sphère, et il y a 6 faces. Donc la population de la maille est composée de 8 sommets fois un huitième de motif par sommet, plus 6 faces fois un demi-motif par face. On a donc au total 4 motifs, donc Z égale 4. Je vous engage à retenir que si on pose une sphère sur un sommet de parallélépipède, il y a un huitième de sphère qui appartient à la maille. Si on a une sphère qui est au milieu d'une face, on a la moitié de la sphère qui appartient à la maille. Et si une sphère est au milieu d'une arête, alors un quart de la sphère appartient à la maille. Alors, ça semble pas complètement juste si on a un parallélépipède qui n'est pas avec des angles droits là pour le huitième. Mais en réalité, ça va se compenser, parce que si vous avez une face qui a vraiment une allure de parallélogramme, alors vous allez avoir moins d'un huitième qui appartient ici par exemple à ce coin-là, mais par contre plus de un huitième, et ça va se compenser, donc tout se passe bien. On peut également définir la coordinance comme le nombre de plus proches voisins que possède une entité chimique. On va également pouvoir calculer la masse volumique du cristal. Alors pour cela, on va utiliser le fait que la masse volumique du cristal, c'est en fait la masse volumique d'une maille de cristal. Donc la masse volumique est définie comme petit m sur V, avec petit m la masse d'une maille, donc la masse de matière dans une maille, divisé par V, le volume de la maille. Comme on a Z motifs dans la maille, petit m c'est Z fois la masse d'un motif, mais la masse d'un motif est donnée par la masse molaire du motif, divisé par le nombre d'Avogadro. On en déduit la masse volumique de la maille, qui vaut Z fois grand M, divisé par Na fois V. Attention, ρ doit être donné en kilogrammes par mètre cube, et ρ doit avoir comme ordre de grandeur quelques milliers de kilogrammes par mètre cube. Si ce n'est pas ça, c'est que vous vous êtes trompé généralement soit dans la conversion des picomètres en mètres, soit dans le fait que vous avez utilisé grand M en grammes par mol, alors qu'il faut le passer en kilogrammes par mol. On définit également la compacité comme le taux de remplissage de la maille. Donc ça veut dire qu'on va diviser le volume réellement occupé par les motifs dans la maille par le volume de la maille, donc pour avoir une sorte de taux de remplissage. Donc on a besoin du volume des Z motifs divisé par V, donc Z fois le volume d'un motif divisé par grand V. Dans les vidéos suivantes, on va s'attacher à différents types de cristaux et on va faire des calculs très classiques sur différents types de cristaux. Et on va les classer selon 4 catégories: cristaux métalliques, cristaux ioniques, cristaux covalents et cristaux moléculaires, avec chaque type de cristal qui a des propriétés physiques particulières, dues au type de forces qui sont en œuvre entre les entités chimiques. Évidemment, dans un cristal ionique, les entités chimiques seront des ions. Dans un cristal moléculaire, les entités chimiques seront des molécules. Et dans les cristaux covalents, les liaisons seront des liaisons covalentes. Il nous reste à commencer par le cristal métallique.